Quelques rappels de géologie de première S en vue d'aborder le programme de Terminal S. Donc en première S, vous avez vu que un des outils importants de l'étude de la planète Terre, ce sont les ondes sismiques. Qu'à partir des enregistrements des nombreux séismes en de nombreux endroits du globe, on peut établir des profils comme celui-ci qui permettent d'avoir la vitesse de propagation des ondes de volume, des ondes P ou des ondes S en fonction de la profondeur. Or, cette vitesse dépend de la nature du matériau traversé et de ses propriétés physiques, notamment de la densité du matériau traversé. Donc, à partir de ces profils, on peut établir tout un tas de déductions quant à la structure interne du globe. Alors, une autre technique plus récente, la tomographie sismique. Donc, à partir du modèle de vitesse précédent, on mesure des écarts de vitesse avec, par exemple, ici en bleu des anomalies positives. Donc ici on a une zone d'anomalie positive. Ces anomalies positives, c'est-à-dire une vitesse supérieure à la vitesse attendue de par le modèle PREM, correspond à une zone plus froide que la normale, donc une zone plus dense, zone dans laquelle les ondes sismiques se propagent plus rapidement. Donc dans ce cas-là, ça correspond au plongement d'une lithosphère océanique dans une zone de subduction, au niveau de la fosse des Tonga. Donc revenons à la structure interne du globe. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que les plaques tectoniques sont des plaques lithosphériques composées de croûtes océaniques ou continentales et de manteaux lithosphériques. Donc ces plaques font à peu près 100 km d'épaisseur et constituent des ensembles rigides qui se déplacent sur la sténosphère ductile. Donc la frontière ici entre la lithosphère et la sténosphère, c'est une frontière thermique, c'est l'isotherme 1300 degrés, au-delà duquel la péridotite est proche de sa température de fusion et devient ductile. Concrètement, vous avez aussi en première S défini les principales zones importantes dans le cadre de la tectonique des plaques. On retrouve ici les différents éléments, donc notamment des zones avec des volcans intraplaques, comme au niveau d'Hawaï ou de la Réunion, qui sont liées à des points chauds, c'est-à-dire des remontées de péridotite très profondes, péridotite du manteau, à l'état solide, et une fusion partielle à environ une centaine de kilomètres de profondeur. Donc les zones de dorsale aussi sont des zones importantes. Ce sont les zones où la lithosphère océanique est créée, des zones de divergence liées à l'expansion océanique. Donc au niveau de ces dorsales, c'est la fusion partielle de la péridotite du manteau asténosphérique qui assure la création de nouvelles lithosphères océaniques. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et des zones de subduction qui sont des zones de plongée de la lithosphère océanique âgée dans le manteau. Donc ici sur la carte, en rouge, des frontières en divergence, par exemple ici la dorsale médio-atlantique, et puis en bleu des frontières en convergence. Donc pour la convergence, on distingue deux sous-catégories, on va dire. Donc des zones où sont impliquées une lithosphère océanique, comme ici la plaque de Nazca, qui converge vers la plaque sud-américaine. Et dans ce cas-là, il y a subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. On peut aussi avoir deux lithosphères océaniques qui rentrent en convergence, comme ici la plaque pacifique et la plaque des Philippines. Et dans ce cas-là, l'une des deux entre en subduction sous l'autre. Et puis la deuxième sous-catégorie de zones de convergence, c'est les zones de collision. Donc ici par exemple l'Himalaya, ou ici la collision entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine. Donc dans ce cas-là, c'est deux lithosphères continentales qui convergent, et on étudiera en détail cette année le mécanisme géologique de la collision. Donc dans ces différents types de zones, on va pouvoir observer différents types de failles, comme les failles normales, qu'on observe principalement en contexte de divergence, les failles inverses en contexte de convergence, ou les failles décrochantes ou encore transformantes.
Donc dans le cas d'une faille normale, le mur s'élève, le mur c'est ce compartiment-là, et le toit s'effondre. Dans le cas d'une faille inverse, le toit s'élève et le mur s'effondre. C'est une façon simple de reconnaître ces deux types de failles. Donc ici par exemple, si on trace une verticale séquente avec le plan de faille, on va définir le mur en bas et le toit en haut. Donc ici on voit que le toit s'est élevé et que le mur s'est effondré. Donc on est dans le cadre d'une faille inverse et on est dans un contexte compressif avec des forces de convergence. Donc dans ce cas-là, on a un épaississement de la zone et un raccourcissement lié au fonctionnement de la faille inverse. Ici par exemple, c'est une faille normale, d'accord, le mur monte et le toit descend. Vous avez vu aussi en détail comment fonctionnent les zones de divergence. Donc ici par exemple la dorsale médio-atlantique. Donc une dorsale, c'est une montagne avec des pentes très douces, contrairement à ce que laisse penser ce schéma, qui s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'au plaine abyssal. Et au sommet de ces dorsales, on a un fossé d'effondrement, le rift, formé par le fonctionnement de failles normales. Donc cette structure apparaît d'abord en domaine continental, on parle de rift continental, comme le rift est-africain par exemple, donc lié aux premières forces de divergence. Et puis quand l'amincissement de la lithosphère devient important, on a véritablement une lithosphère océanique qui est créée et un rift qui devient océanique. Donc on conserve des traces du rift initial continental au niveau des marches passives à la transition entre l'océan et le continent. Et on va pouvoir observer notamment de grandes failles normales ou encore des sédiments en éventail dont la profondeur de dépôt, l'épaisseur n'est pas la même latéralement à cause du fait qu'ils se sont déposés en même temps que la faille normale jouait. Vous avez vu aussi ce qui entraîne la fusion partielle de la péridotite mantélique à l'origine de la nouvelle lithosphère océanique créée. L'amincissement qu'on a mis en évidence entraîne une baisse de pression et une remontée. Ici on voit, de par le profil des isothermes, du manteau asténosphérique qui est plus chaud que le manteau lithosphérique. Donc cette remontée liée à cet écartement va modifier le géotherme. Donc le géotherme de dorsale est décalé vers la droite, vers les hautes températures par rapport au géotherme océanique, et du coup il recoupe le solidus, ce qui entraîne une fusion partielle au maximum à peu près 20% de la roche du manteau asténosphérique qui va fondre à l'origine du magma qui lui-même va former la nouvelle lithosphère océanique. Donc une divergence, une baisse de pression, une décompression, donc une remontée du manteau asténosphérique qui n'a pas le temps de refroidir, et comme on est déjà proche de la température de fusion, on va avoir une modification du géotherme qui fait qu'on recoupe cette température de fusion et qu'il y a fusion partielle. Donc c'est le fait que le manteau asténosphérique chaud remonte suite à la divergence qui provoque la fusion partielle. Donc une fois que le magma est produit, il va remonter vers la surface. Soit il atteint la surface, auquel cas le refroidissement est très rapide et on observe une roche à structure microlithique avec quelques phénocristaux dans une pâte microlithique, donc une roche volcanique. Soit il est piégé en profondeur et dans ce cas-là il refroidit plus lentement. Les cristaux, les minéraux ont le temps de se former et la roche va avoir une structure grenue entièrement cristallisée. On a affaire à une roche plutonique. Donc dans le cadre d'une lithosphère océanique, on va avoir, si on fait un forage au niveau du plancher océanique, des roches sédimentaires formées par des pôles ultérieurs de sédiments, et puis des roches volcaniques qui sont des basaltes, basalte en coussin ici, donc des roches à structure microlithique, et en dessous, les roches formées par le magma qui a refroidi en profondeur, c'est-à-dire des roches plutoniques à structure grenue, c'est-à-dire ici le gabbro, formé de pyroxène, feldspath, plagioclase, éventuellement d'olivine.
Donc on retrouve une lame mince de basalte où on voit quelques phénocristaux, le verre noir, c'est-à-dire la matière qui n'a pas eu le temps de cristalliser, et les microlithes, les microcristaux, qui donnent son nom à cette structure microlithique. Et ici le gabbro, avec une structure grenue entièrement constituée de phénocristaux.